bienvenue dans Itinéraire en Bretagne. Nous vous proposons cette semaine un voyage dans le sillage des corsaires bretons. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous sommes donc à Saint-Malo. Saint-Malo, surnommé un peu abusivement la cité corsaire, vous allez comprendre. Dès le début du XVIe siècle, Saint-Malo est une cité portuaire de premier plan. Des dizaines de morutiers pêchent alors à Terre-Neuve, tandis que les frégates, elles, font du commerce de toile avec Cadiz, au sud de l'Espagne. Négociants et armateurs se bâtissent alors une fortune colossale. Mais à la fin du XVIIe siècle, la guerre éclate entre la France et la Ligue des Habsbourg. Les activités normales sont plus que perturbées, parfois interrompues. Et donc que faire dans ce contexte ? Eh bien, une des solutions va être de jouer une autre carte, avec d'ailleurs l'encouragement de l'État. Cette carte, c'est d'armer des navires, parfois les mêmes d'ailleurs, d'armer des navires pour, cette fois-ci, comme on dit, courir sus à l'ennemi, attaquer le trafic marchand ennemi pour essayer de se saisir d'un butin. Pour Louis XIV, l'objectif est clair. Il faut affaiblir la flotte britannique pour asphyxier l'île économiquement. Le roi offre donc aux armateurs des lettres de marque, les autorisant à s'emparer de bateaux ennemis. Entre 1689 et 1713, les corsaires malouins vont armer près de 900 navires et employer plus de 7000 hommes. Au final, quelques commandants corsaires comme du Gué-Trouin vont être anoblis par le roi et quelques familles de négociants vont bel et bien faire fortune. Mais les pertes humaines et matérielles sont bien plus fréquentes. Dès la période de 1705-1713, la moitié des corsaires armés sont capturés. Ce qui veut dire des pertes financières pour leurs armateurs et les investisseurs, ce qui veut dire surtout la capture des équipages qui vont croupir pendant des années dans les prisons, ou plutôt les pontons anglais. Alors ceci étant, globalement, dire que la course a vraiment apporté la fortune à Saint-Malo, moi je suis très critique, sauf à l'époque Louis XIV, je pense que non, et que les pertes sont fortes, et que, y compris d'ailleurs, ça va renforcer les menaces sur Saint-Malo. De fait, la cité corsaire va devenir une cible privilégiée des Anglais qui vont l'attaquer à 3 reprises. Ce n'est finalement qu'en 1856 que Napoléon III mettra lui définitivement fin à la course en signant le traité de Paris. Saint-Malo possédait tous les atouts pour faire un grand port corsaire, une ville fortifiée et un vivier de marins et de charpentiers de marine aguerris. Car pour faire la guerre de course, il fallait avant tout de bonnes embarcations, comme le fameux Renard, le dernier cotre armé par le célèbre Robert Surcouf, ou encore l'Étoile du Roi, cette impressionnante frégate de 47 mètres. Bonjour, Jean-Claude Varin. Bonjour. Je devrais dire bonjour capitaine. Bienvenue à bord. Vous êtes donc le capitaine de l'Étoile du Roi. Voilà. C'est une frégate, une réplique d'un bateau du XVIIIe siècle. C'est une réplique d'une frégate corsaire de 1745. Un bateau comme celui-ci, quelle a été sa vie? À quoi il a servi? Alors des bateaux de cette taille-là à l'époque avaient trois vocations, selon la conjoncture politique et économique de l'époque. Ça pouvait être un navire marchand en temps de paix, ils n'étaient pas souvent en paix à l'époque, ils se tapaient régulièrement dessus. On avait un ennemi en face, l'Angleterre, qui était tout désigné. Ça pouvait être un navire de guerre, donc l'équivalent de la marine nationale aujourd'hui, ou un navire corsaire. Auquel cas, il était affrété, un bateau qui était affrété, armé par un privé pour faire la guerre de course sur les bateaux ennemis de la France. Il fallait combien d'hommes d'équipage pour faire avancer ce bateau? Alors sur un bateau comme ça, à l'époque, ils étaient 230. À savoir qu'ils travaillaient toujours par moitié. Il y avait une moitié au travail, une moitié au repos. Sauf au combat, où ils étaient tous au combat. On fait un tour? On peut faire un tour, bien sûr. Alors où sommes-nous? Dans le carré des officiers. Donc cette pièce où on se tient debout sans problème était la pièce réservée au commandant et n'accédaient ici que les officiers invités par le commandant. Les marins n'avaient jamais accès à cette pièce-là. C'était très hiérarchisé. Très hiérarchisé. Je vous en prie. Et ici, il y avait quoi alors
Les hommes et les bêtes. Il y avait tout, il y avait veaux, vaches, cochons, les hommes, les bêtes. Les hommes vivaient par terre, hein, vivaient dans la paille. La nourriture était amenée sur pied puisqu'il n'y avait pas de moyens de conservation. C'était un vaste mélange de tout ce qui peut vivre sur un bateau pour pouvoir être en autonomie pendant plusieurs mois. Je passe devant ? Allez-y. Merci capitaine pour cette visite De rien. et bon vent. Merci. Quant à nous, je vous propose de revoir ce sujet de 1990, l'année où la réplique du renard fut construite. Le chantier, situé à quelques encablures des fortifications, restitue à merveille l'atmosphère de l'époque. Le bois y sent bon comme autrefois, les gestes y sont les mêmes. Ici, la pose d'un bordé, cette pièce maîtresse du bateau, a été assouplie à la vapeur pendant plusieurs heures. Il faut alors faire vite, très vite, pour lui faire prendre la forme de la coque. Chaque ouvrier a sa place bien précise. Le renard, c'est tout un symbole pour la ville de Saint-Malo. C'est le bateau le plus célèbre peut-être de surplouf de Saint-Malo, parce que les autres bateaux de surplouf ne sont jamais venus à Saint-Malo. La Confiance, leurs venants ne sont pas venus à Saint-Malo. Le renard est parti de Saint-Malo et revenu à Saint-Malo. Voici la maquette du renard, ce fameux côtre avec un équipage de 60 hommes à son bord qui, le 10 septembre de l'an de grâce 1813, livra bataille à l'Alfea, une corvette goélette anglaise. Un combat naval tout en ruse et en panache. Après 3 heures de lutte, le renard avait perdu plus de la moitié de son équipage et seuls 6 hommes le ramenèrent vers la côte normande, puis vers Saint-Malo. Et c'est la fin de notre itinéraire à Saint-Malo. Si vous souhaitez revoir cet épisode, rendez-vous sur notre site bretagne.france3.fr.